Un enseignant battant qui sert dans un abri provisoire. Ses conditions de travail à découvrir dans cette édition, tout comme celles d'un travailleur de l'informel. Sans bulletin de salaire, il s'en sort très bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tout à l'heure, l'Espagne vient de mettre en place un fonds de contre-valeur pour financer des projets de développement au Sénégal. Le Sénégal qui a également bénéficié d'un apport de plus de 5 milliards de nos francs. C'est dans le cadre de 2 projets, assurer la sécurité alimentaire et la lutte contre les migrations irrégulières. La signature s'est déroulée à Matam, le récit de Dakhaba. Sénégal, Espagne, Union européenne, un trio pour faire face à la malnutrition et aux migrations irrégulières. L'Union européenne, par le biais de l'Agence espagnole de la coopération, a mis sur la table un concours financier de plus de 5 milliards de nos francs. L'objectif est de contribuer à moyen terme au développement du nord du Sénégal, une région où l'Union européenne et l'Espagne ont été présentes depuis des années. Nous considérons que le bien-être de ces pays dépendra du leadership de ce gouvernement démocratique et d'une administration publique proche des citoyens. Voilà pourquoi la coopération espagnole considère une priorité de supporter les institutions sénégalaises. Le gouvernement du Sénégal, qui s'est félicité de cet appui, a loué le caractère exemplaire de sa coopération avec l'Espagne à travers un nouveau cadre. Cadre d'association pays 2014-2017 pour un montant de 50 millions d'euros. Formulé en novembre 2013, nous nous félicitons également de la décision prise par l'Espagne à travers l'initiative de réduction de la dette des pays pauvres post-PPTE, laquelle a permis non seulement d'annuler la dette du Sénégal, mais également de constituer un fonds de contre-valeur pour financer des projets et programmes de développement et de réduction de la pauvreté dans notre pays. Le commissaire européen au développement qui a participé à cette cérémonie est revenu sur les recommandations du sommet de la Valette et a apprécié à sa juste valeur leur mise en œuvre par la signature de cette convention entre le Sénégal et l'Espagne sur les migrations irrégulières. S'agissant du deuxième projet relatif à la sécurité alimentaire, il va toucher des zones comme Ranérou, Kanel et Matam. Nous restons justement à Matam où le ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye a effectué une visite pour le projet Transhumance. Ce projet sera exécuté par l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Ce projet permettra une gestion rationnelle et durable des ressources pastorales dans la localité Oumoukal Soumsal. Une gestion rationnelle et durable des ressources pastorales, notamment l'eau et le fourrage, c'est ce que vise le projet EGA, comprenez transhumance. Cette démarche consiste d'abord à lutter contre la désertification dans les départements de Linguère, Matam et Ranérou. L'objectif, c'est de faciliter l'accès aux ressources de manière durable, mais d'éliminer également tous les conflits liés à l'accès aux ressources, qui sont malheureusement des conflits récurrents, et qu'on essaie d'éliminer par des cadres de concertation et de renforcement de capacité. Donc pour un éleveur faire des déplacements aller jusqu'à Tambacounda ou ailleurs, et moi je pense qu'avec ces projets, il pourra retrouver tout ce qu'il veut dans son zone. Ça le permettra de rester fixé aussi, mais faire des écoles pour scolariser les enfants. Le projet sera exécuté par l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières grâce à un financement du Fonds français pour l'environnement mondial et de la région Rhône-Alpes. EGA va intervenir durant 4 ans autour de différents axes. Il y a une première composante qui va mettre l'accent sur tout ce qui est mise en place d'unités pastorales. Donc c'est vraiment de la concertation pour une utilisation rationnelle des ressources pastorales. Donc c'est l'eau, c'est les fourrages. Et ensuite il y a une deuxième composante qui est la mise en place d'activités économiques. Donc nous allons essayer d'identifier au niveau des exploitations familiales, des activités économiques, notamment la mise en place d'étables laitières, de poulaillers traditionnels, mais aussi de bergeries. Et ensuite, il y a une troisième composante qui est vraiment un système d'alerte sur tout ce qui est information. Puisqu'on s'est rendu compte qu'un transhumant, pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'avoir certaines informations importantes. Toutes ces initiatives que nous mettons en place, l'objectif, c'est que ça puisse être repris dans d'autres endroits, dans d'autres zones du Sénégal. Différentes réformes sur le plan politique, légal, réglementaire et institutionnel sont en cours dans le pays
réforme qui pourrait avoir des incidences à terme sur le projet. C'est eu égard à ce contexte assez complexe que se justifie entre autres le ciblage et la mise en œuvre du projet EGA-EGA qui contribuera sans nul doute à un meilleur développement de l'élevage pastoral et par voie de conséquence à une meilleure sécurisation alimentaire des populations. L'initiative est saluée par les éleveurs qui espèrent une meilleure gestion concertée des ressources naturelles dans la zone sylvopastorale pour le développement de leur secteur. Coopération Sénégal-Autriche, la SONES vient de signer une convention de partenariat avec une entreprise autrichienne pour doter la ville de Richard Toll d'une nouvelle usine d'eau. Celle-ci devrait permettre à la cité ouvrière de faire face aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Maman Moussagnan. La capitale sucrière, au nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis, est une ville où des maladies diarrhéiques ont toujours sévi. Des habitants continuent encore de consommer l'eau du fleuve et la bilharziose fait encore des victimes. Dans le combat pour mettre fin à ces fléaux, la signature de cette convention entre la SONES et une société autrichienne pour la construction d'une usine pour renforcer la capacité d'adduction en eau potable vient régler un problème récurrent. Les populations n'auront plus à aller utiliser l'eau du fleuve à des besoins alimentaires, mais aussi ce qui va réduire très fortement certaines maladies du moins d'origine hydrique, notamment la diarrhée et la bilharziose. De 4000 m3, la capacité d'adduction en eau va désormais passer à 9000. Outre la commune de Richard Toll, une cité ouvrière, celle de Rosso, Sénégal, porte d'entrée et de sortie vers la Mauritanie, va bénéficier des ressources allouées pour la sécurisation en eau. Un projet attendu depuis plusieurs années par les populations du Delta. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que, en tout cas à la fin de ce projet, le développement de Richard Toll, de par cette infrastructure, nous apportera énormément sur le plan économique, social et sanitaire. L'entreprise autrichienne va démarrer impérativement les travaux de construction de cette usine, une première en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu que le Sénégal a fait un très bon choix, travailler avec ce partenaire qui est une entreprise avec beaucoup d'expérience, une très bonne technologie. Jusqu'en 2035, au moins, Richard Toll et ses environs seront suffisamment fournis en eau potable, une aubaine pour ces Wallo-Wallo qui en avaient tant besoin. Entreprise et stratégie nationale de développement, c'est le thème d'un colloque organisé par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec en particularité une large fenêtre consacrée au Business School. Invité d'honneur, le ministre en charge du commerce, compte rendu Alassane Diédhiou. C'est la 4e édition du colloque international Sage Days organisé par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, UGB. Ce colloque-là, sa spécificité, c'est que il offre un cadre de discussion, un cadre d'échange entre les acteurs universitaires que nous sommes, le monde économique, les représentants des différentes structures d'entreprise, mais aussi les décideurs politiques. Pour la présente édition, le comité scientifique a choisi de privilégier la recherche en sciences de gestion et de réfléchir sur l'entreprise à l'aune de la stratégie nationale de développement. Dans cette optique, une large fenêtre du monde universitaire, et c'est une innovation de taille, a été ouverte sur le phénomène des business schools. À travers cet acte ainsi posé, il s'agit d'opérer un changement de paradigme en créant un link entre recherche axée sur les résultats et investigation qui privilégie les impacts. En tant que business school intéressé par le développement de l'entreprise et les relations entre le savoir et l'entreprise, il était important de donner un point de vue qui était celui en fait d'orienter la recherche vers les research impact, une recherche qui a de l'impact sur la communauté, parce que jusqu'ici les chercheurs ont privilégié en fait la recherche pour des outputs. Invité d'honneur de cette édition, le ministre en charge du commerce, Alioune Sarr, a saisi cette occasion pour insister sur la nécessité de faire de l'université un creuset de recherche orienté vers le développement, conformément aux orientations du PSE. Autrement dit, les chercheurs doivent prendre en charge la mise en œuvre des politiques économiques. Quand vous avez une économie comme le Sénégal,
ou 55% du PIB est du fait du secteur informel. Et que nous avons certes des opportunités dans ce secteur, mais également des défis à relever dans la modernisation, dans l'accès aux services financiers, dans l'accès aux services non financiers, mais également dans l'accès au marché public, dans la formation. Venir à l'université et partager ces problématiques pour que demain des solutions puissent être apportées par l'entreprise en termes simplement de formation, de renforcement de capacités. Je crois que c'est une opportunité à ne pas rater. Fait marquant de cette 4e édition du colloque international Change Days, la participation des délégations de la sous-région et de la France. Et puis le réseau des ministres francophones du commerce a tenu sa première concertation à Dakar ces 29 et 30 avril 2016. Les ministres du commerce du Mali, de la Guinée, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont pris part aux travaux. Ces ministres veulent promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les pays francophones et ceux d'autres espaces. Ils veulent aller vers la concrétisation de la stratégie économique francophone. Compte rendu à Ramdao. C'est en marge de la 10e conférence ministérielle de l'OMC en décembre 2015 que ce réseau a été mis en place. Des ministres en charge du commerce qui partagent une langue, le français, et qui veulent faire occuper à la francophonie sa réelle place dans le commerce international. Rappelez que la francophonie, c'est plus de 14% de la population mondiale et 20% des échanges mondiaux. Et nous constatons malheureusement que sur le plan du commerce, nous avons des retards relativement importants. Et nous avons dit tout à l'heure que vous avez dans l'espace francophone des pays membres. Certains sont au G8, d'autres appartiennent au G20 et 23 autres appartiennent aux pays les plus pauvres du monde. Donc vous avez un paradoxe. Il faut donc créer un lien entre ces différents pays pour que justement cette solidarité puisse s'exercer non seulement au niveau des échanges commerciaux, mais aussi au niveau des accords internationaux souscrits par les pays membres, comme l'OMC. Ces ministres veulent porter le combat de la promotion d'une stratégie économique pour la francophonie autour de leur président, le ministre Alioune Sarr, les ministres du commerce du Mali, de la Guinée, de Madagascar, des représentants d'autres pays et des ambassadeurs, tous prêts à faire de ce réseau un efficace outil de pilotage dans l'espace. La francophonie ne doit pas se limiter seulement à la culture, à la politique, mais aussi l'aspect de la croissance économique est un aspect très important. Donc aujourd'hui, avec une forte participation des délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, nous disons bravo au Sénégal. Comme Madagascar va organiser le prochain sommet de la francophonie, nous avons le plaisir, moi, ma délégation, les autorités malgaches, d'inviter les amis, frères, sœurs africaines. L'OIF suit de très près leurs réflexions et témoigne de sa disponibilité. À sa modeste place, l'OIF va œuvrer pour qu'une cellule de veille prospective et de suivi-évaluation puisse permettre au réseau des ministres de les accompagner pour prendre les décisions idoines afin que les États de la francophonie puissent tirer parti de la mondialisation. Ensemble, pour que la francophonie soit un espace d'échange, de coopération et de solidarité, le réseau y travaille à la veille de plusieurs rendez-vous, entre autres les négociations commerciales post-Nairobi et le 16e sommet de la francophonie à Madagascar au mois de novembre. 20e journée africaine de la prévention ce samedi 30 avril, veille de la célébration de la fête du travail. Occasion pour la Caisse de sécurité sociale d'évaluer les années consacrées à la promotion de la sécurité et la santé dans les entreprises. Les prix ont été décernés au meilleur comité d'hygiène et de sécurité. Philomène Constance Diagne. Plus de 2000 cas d'accidents du travail enregistrés en 2015. Ils ont été déclarés dans plusieurs secteurs d'activité considérés comme accidentogènes. La gestion de ces risques nécessite une approche systématique entre toutes les composantes de l'entreprise. La revue des activités a été faite, mais tout en ancrant également ce début des activités par rapport à une thématique centrale fédératrice qui voudrait que la prévention soit au cœur des politiques nationales en matière de développement économique et social, par le rôle que la prévention joue en termes de productivité, en termes également de promotion des valeurs liées à l'amélioration des conditions au travail.
Cette responsabilité de la coordination de la sécurité et santé au travail, Eiffage Sénégal se l'aura bien appropriée. L'entreprise a remporté le premier prix du concours des meilleurs comités d'hygiène et de sécurité du travail devant Gaindé 2000 et Ecobank. Cette 20e journée africaine de la prévention a aussi été l'occasion d'appeler à plus d'engagement des différents acteurs de l'entreprise pour une meilleure prise en compte des recommandations. Des études ont démontré qu'une bonne prise en charge de la sécurité santé au travail dans les entreprises entraîne une diminution de l'absentéisme, une augmentation de la productivité, ce qui joue sur la compétitivité des entreprises et le développement des affaires. Ainsi, pour atteindre les objectifs nationaux de croissance économique, donc d'émergence, il faudra nécessairement passer par la promotion de la sécurité santé au travail du niveau national jusqu'à l'entreprise. Un plan d'action sera élaboré pour pouvoir toucher toutes les zones à risque et par là même booster le développement durable des entreprises. Nous restons dans le monde du travail chez l'UCG. L'ensemble des syndicats des travailleurs du nettoiement ont assisté ce matin à un atelier de partage. Il s'est agi lors de cette rencontre d'examiner le plan d'action et le protocole d'accord proposé par l'UCG aux syndicats afin d'offrir aux agents de meilleures conditions de travail. À l'unanimité, les syndicalistes ont approuvé les propositions de l'UCG. Compte rendu Sédina Alunfal. Ils étaient tous présents dans la salle. Les 6 syndicats regroupant les travailleurs du nettoiement et leurs tutelles. Toutes les préoccupations des travailleurs du nettoiement ont été prises en compte lors de cet atelier de partage. Dans sa volonté de satisfaire les préoccupations des travailleurs du nettoiement, l'UCG a invité tous les syndicats au dialogue. L'objectif c'était vraiment de partager les éléments d'accord, mais aussi surtout de pouvoir mettre en place un cadre de collaboration. Parce qu'au fait l'objectif c'est qu'on soit unis autour de l'essentiel, au-delà de nos intérêts personnels, qu'ensemble qu'on puisse s'investir davantage pour satisfaire les populations. Parce qu'aujourd'hui vous avez vu les résultats satisfaisants. Dakar est un peu plus propre, mais pour garantir, pour pérenniser cette propreté, il faut impérativement une unité d'action, il faut une stabilité du secteur. Et aujourd'hui, nous nous félicitons que autour de l'UCG, l'ensemble des 6 syndicats d'État nettoiement sont engagés pour travailler dans la stabilité du secteur. Le plan d'action et le protocole d'accord proposé par l'UCG a séduit les 6 syndicats du nettoiement. Nous l'avons bien apprécié dans la mesure où depuis le retour de l'UCG à nos jours, le coordonnateur Ibrahim Diagne n'a ménagé aucun effort pour véritablement améliorer les conditions des travailleurs, en même temps rendre Dakar et sa banlieue très propre. Parmi les difficultés rencontrées par les travailleurs du nettoiement figure le taux d'endettement jugé élevé. Le système est gangréné par l'endettement des travailleurs du nettoiement. Et je l'ai dit, cet endettement est individuel. Ce n'est ni la responsabilité de l'employeur, ni la responsabilité du CG, mais c'est une responsabilité individuelle. Mais quand même, nous ne fermons pas les yeux sur cette qui, nous allons aider les travailleurs à quand même à faire de telle manière que cette situation ne se reproduise pas. Il y a 2 semaines, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de l'UCG, une consultation générale a été organisée à l'endroit des travailleurs du nettoiement. Tests de tuberculose, vaccins contre le tétanos, tout cela en présence du médecin d'entreprise. S'y ajoute la distribution de tenues de travail et de matériel de protection et d'exploitation. Transition toute trouvée pour ouvrir le chapitre premier. Allons d'abord à la rencontre d'un travailleur qui se débrouille bien dans son domaine en dépit des conditions de travail précaires. Il s'agit d'un enseignant qui fait ses cours dans un abri provisoire. Notre reporter Aminata Mbengfal est allé dans le village où il sert. École Kermbay Gueye, un établissement qui porte le même nom que le village, situé à quelques kilomètres de Fandène, dans la région de Thiès. Elle fait partie des rares écoles qui disposent encore d'abris provisoires. Tierno Amadou Diakhaté y enseigne depuis 2011 et faire des cours dans cette salle construite avec des feuilles de rognier n'est pas du tout facile et pourtant il exerce son métier à cœur joie. Nous avons formé pour entrer dans n'importe quelle classe, faire nos apprentissages dans n'importe quelle classe, comme dans les classes construites en ciment, de même que dans les classes qui sont construites en paille qu'on appelle abri provisoire.
Donner du savoir à ces apprenants dans ces abris de fortune n'est pas sans conséquence. Les conditions sont difficiles parce que parfois, comme vous le constatez, les abris sont parfois bas. L'enseignant ne peut même pas se tenir correctement dans l'abri. Il y a des problèmes également pour les élèves. Le problème du climat, le vent qui entre, la poussière, etc. C'est un enseignant dévoué parce qu'un enseignant qui enseigne vraiment dans un abri, vraiment est un enseignant qu'on doit féliciter vu les conditions difficiles vraiment qui sévit dans l'abri provisoire. Des fois, même on voit des serpents, il y a peut-être des scorpions, bon, tous ces dangers vraiment qui se trouvent dans les abris. Un lien s'est établi au fil des années entre Thierno Amadou Diakhaté et les habitants du village. Aujourd'hui, ce Thiessois d'origine se considère comme un fils de Keur Mbaye Gueye. Nous faisons partie du village. Les villageois nous ont bien accueillis. Ils nous ont amenés à exercer notre mission de la meilleure des manières. Ils nous ont mis dans des conditions idéales. Ils nous ont donné un bon logement. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il fait cours. Parce que donc, on ne peut que le féliciter. L'école Keur Mbaye Gueye compte 4 salles de classe, un cycle incomplet pour accueillir les enfants du village et ceux des localités environnantes, d'où l'appel lancé à l'endroit des autorités. Nous devons avoir au moins 6 classes. Du CE au CM2, on doit avoir 6 classes avec une direction, quoi. Mais malheureusement, on n'a pas encore ça. On travaille dans des abris provisoires. Comme je l'ai dit, c'est difficile de travailler dans les abris. Je lance un appel à l'État du Sénégal à travers l'inspection départementale de Thiès, à travers l'IDEN de Thiès département, pour qu'ils nous aident à avoir des salles de classe pour que l'on puisse donner correctement dans les conditions idéales de savoir aux élèves. Sur la carte scolaire figurent encore des abris provisoires à l'image de l'école Keur Mbaye Gueye. Ici, parents, élèves et enseignants espèrent avec l'aide des autorités bénéficier de nouvelles salles de classe durables pour faire de ces abris provisoires un vieux souvenir. Voyons à présent les conditions de travail dans le milieu informel. Entre le manque de bulletins de salaire et la quasi-inexistence d'avantages sociaux, certains s'y épanouissent pleinement jusqu'à servir de modèle. C'est le cas de Makhtar Mbaye qui a gravi les échelons d'ouvrier à homme d'affaires dans le domaine de la menuiserie. Son parcours est signé des Koumbandiaï et Seydina Lindigo. La veste, il l'a toujours voulu en taille patron, même s'il n'a jamais travaillé dans une entreprise ou dans la fonction publique, et ne cherchait surtout pas chez lui le regret de n'avoir jamais emprunté le surplis formel. Notre homme a toujours été allergique au salaire. Il n'y a rien de pire que de savoir exactement ce que l'on gagne chaque mois. L'intime conviction de Makhtar Mbaye, le secteur informel l'a vu grandir de son statut d'apprenti à celui de maître menuisier. Tout n'a pas été rose. J'ai vécu des misères. Mon premier patron m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il me faisait par exemple nettoyer ses toilettes. Des choses indescriptibles. J'ai eu un parcours difficile aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Le chemin du succès a beau avoir des allures de labyrinthe, il a tout fait pour en connaître les issues. Après son apprentissage, il ouvre un atelier, les affaires marchant, il diversifie ses services, véhicules de livraison, salle d'exposition. En prime, Makhtar Mbaye se formalise peu à peu. J'ai un INEA, un papier import-export, bref, tout ce qui peut m'aider à faire reconnaître mon entreprise. Makhtar Mbaye ne se plaint donc pas. Néanmoins, il souhaite une meilleure organisation des acteurs du secteur informel pour que ces derniers puissent bénéficier d'avantages sociaux. On est différent des autres travailleurs. Eux juste de l'IPM et cotisent pour leur retraite. Des points qui peuvent faire l'objet de revendications lors de la fête du travail, mais pour lui, la priorité est ailleurs. On ne peut se permettre de fermer boutique même si c'est un premier main. C'est un manque à gagner. Alors monsieur, fête du travail.
Demain sera célébrée donc la fête du travail. Certaines entreprises profitent de l'occasion pour décorer leurs employés et il faut avoir accompli au minimum 15 ans de service pour prétendre à une médaille du travail. Tout sur le secret de ces médailles avec Aram Dao. Derrière cette bijouterie, rien que des médailles. L'époque des bijoux est révolue ici depuis plus de 20 ans. C'est l'une des très rares entreprises agréées pour la fabrication de médailles destinées aux travailleurs. Pour les médailles du travail, il y a 4 échelons. Pour la médaille Grand Or, il y a la bélière et la palme double. Pour la médaille Or, il y a la bélière, mais il n'y a qu'une seule palme et une rosette. Pour la médaille de vermeil, il y a la médaille dorée et la rosette. Et pour la médaille d'argent, il y a la médaille en argenté et le ruban sur la rosette. Au revers de la médaille, il y a écrit honneur et travail. Argent, vermeil, or, grand or, ces 4 seuls types de médailles du travail. C'est un décret de 1966 qui les organise. Pour les bénéficiaires, c'est tout salarié, quelle que soit sa nationalité, établi sur le territoire de la République du Sénégal et quelle que soit par ailleurs la nationalité de l'employeur. Il s'agit également des travailleurs sénégalais établis à l'étranger et qui travaillent pour un établissement sénégalais. Le travailleur décédé également peut avoir droit à la médaille du travail. Précision, ces médailles, on ne peut les obtenir sans avoir accompli au minimum 15 ans de travail. Pas forcément dans un établissement, mais dans 3 au maximum. La première médaille, c'est la médaille d'argent qui est obtenue après 15 ans de service. Il y a également la médaille de vermeil qui est décernée après 20 ans de service. Aussi, il y a la médaille d'or qui est décernée après 25 ans de service. Et enfin, la grande médaille d'or qui est décernée après 30 ans de service. Au fond de son placard, Eliman Diouf garde jalousement une de ses précieuses médailles, la vermeil, que son entreprise, la SDE, lui a fraîchement remise. Il totalise 24 ans de service entre l'ancienne SONES et la SDE. Ça couronne à chaque période un certain nombre de temps passé dans une entreprise. Beaucoup, peut-être, de Sénégalais n'ont pas cette chance. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de travailler pendant un certain nombre d'années pour pouvoir aspirer à ça. Cette médaille est accompagnée toujours d'un diplôme signé en main propre par le ministre du Travail. Certaines entreprises prévoient aussi des enveloppes, mais pas obligatoires. Autre chose à savoir, c'est l'employeur ou l'employé qui doit formuler les demandes de décoration. Lorsque les demandes sont reçues, il y a une première exploitation qui est faite et le projet de décret dressé et des listes sont établis en fonction des catégories de médailles. Le projet de décret est ensuite transmis par les soins du ministre en charge du travail au niveau de la primature qui à son tour transmet à la présidence de la République pour signature. C'est ce décret que les entreprises agréées exigent avant de confectionner les médailles. Elles sont tout aussi exigeantes avec la forme qui n'a pas évolué. Parce que c'est par décret, on n'a pas le droit de changer. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer la qualité. Cependant, beaucoup d'entreprises l'ont remarqué que pour la médaille d'argent, c'est le vert, le jaune et le rouge. Il manque l'étoile. Et c'est cette année, on va mettre l'étoile au centre. Juste une curiosité, le grand or est-il réellement fait d'or? Ça dépend du client. Elle peut être en général, ce qui se fait, la médaille est en laiton. Mais le client peut nous demander une médaille en or. Ça peut être fabriqué en or. Mais ce qui se fait généralement, parce que dans tous les pays du monde, les médailles se font en laiton. Cette médaille dite du travail, seule se régit par le Code du travail Ion 3, ce qui exclut les fonctionnaires. Eux, ils ont d'autres types de médailles, mais toujours avec le même esprit, l'honneur récompensé.
Focus à présent sur une institution qui accompagne les travailleurs. Il s'agit de la Caisse de sécurité sociale. Elle s'occupe de plusieurs volets, dont l'appui aux travailleurs et à leurs familles par le paiement d'allocations familiales. Et en cas d'accident de travail, la Caisse de sécurité sociale intervient également. Zoom avec Ndeye Aïdega. La Caisse de sécurité sociale, c'est comme l'assureur du travailleur. Celui qui lui porte secours en cas de difficulté, notamment quand il y a accident au travail, quelle qu'en soit la cause. Le fait est là, il est blessé. C'est la Caisse de sécurité sociale qui prend en charge, à partir de cette date, tous les soins causés par l'accident, que ce soit des soins médicaux, d'hospitalisation, que ce soit des frais pharmaceutiques engendrés par les lésions, pendant toute la période où il est indisponible du fait de cet accident, la Caisse de sécurité sociale se substitue à son employeur pour lui verser une indemnité journalière d'abord qui compense la perte de salaire du fait de l'accident, mais qui le suit médicalement, qui le soigne jusqu'à sa guérison. Et au pire des cas, la Caisse de sécurité sociale peut aussi intervenir. Parfois, l'accident est mortel. Lorsque c'est le cas, la Caisse se substitue au travailleur. Il prend en charge ses enfants lorsque les enfants ne sont pas encore majeurs. Lorsqu'il a resté une mère ou un père qui vivent, ces pères et mères sont pris également en charge sous forme de rente d'ayant droit par la Caisse de sécurité sociale. Lorsque le travailleur a une lésion qui diminue ses facultés fonctionnelles, cette diminution de facultés fonctionnelles est compensée par la Caisse sous forme d'une rente viagère qui est versée jusqu'à la fin de sa vie pour compenser cette perte de faculté. Ça peut être un bras qui ne fonctionne plus, ça peut être une maladie professionnelle causée par l'absorption d'une substance dangereuse qui fait qu'il n'est plus apte à pouvoir travailler comme cela. C'est donc tout un mécanisme de soutien qui ne se limite pas seulement aux travailleurs, mais qui touche aussi sa famille. Marie Sané en sait quelque chose, toute contente de recevoir l'allocation familiale destinée à son bébé. Cette allocation est très intéressante. Elle me permet de prendre en charge mon enfant, d'assurer sa santé et son éducation, entre autres. Marie dit recevoir 12 000 à 15 000 francs tous les 2 mois. Les allocations familiales constituent en ce sens des augmentations de salaire. Objectif, permettre aux parents de suivre l'évolution des enfants. Et pour l'enfant à naître, une loi prévoit la prise en charge de sa maman par la Caisse de sécurité sociale. Nous avons ce qu'on appelle des demandes d'indemnité journalière de congé de maternité qui sont des imprimés qu'il convient pour la dame de récupérer à notre niveau. Et au niveau de ces imprimés-là, nous avons toutes les pièces qui doivent concourir à constituer le dossier de demande d'indemnité journalière de congé de maternité. Et suite à ce, il y a disons une prise en charge qui se fait avec des paiements réguliers pour compenser un peu la perte de salaire de la dame. Pour dérouler cette mission d'assistance, la Caisse de sécurité sociale tire ses fonds principalement des entreprises. 4 000 au total sont inscrits pour soutenir leurs travailleurs, leurs enfants et préparer ainsi le citoyen de demain. Voilà pour le chapitre 1, prélude à la fête du 1er mai. Santé, la bilharziose urinaire n'existe pas que dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle existe dans certaines zones insulaires de Foundiougne. Un assaut est mené contre cette maladie négligée dans le cadre de la campagne nationale 2016. Dans la région de Fatick, les opérations se déroulent correctement malgré les difficultés d'accès à certaines îles, nous dit Oumar Diaw. La région de Fatick a pris à cœur la campagne de lutte contre les maladies tropicales négligées. En plus des vers intestinaux ou géohelminthiase répandus un peu partout, il y a d'autres maladies préoccupantes. Le trachome, qui sévit aussi à l'état endémique dans le district de Gossas. Il y a la filariose lymphatique, qui est endémique dans 5 districts sur 7. Dans la région de Fatick, la bilharziose urinaire est surtout prévalente dans le district de Diofior et de Foundiougne. À Foundiougne donc, la présence de la bilharziose urinaire est signalée principalement dans les zones insulaires. Pour le district de Foundiougne, c'est surtout la bilharziose et les géohelminthiases qui sont
beaucoup plus fréquentes dans le district. D'ailleurs, pour cette campagne, c'est ces 2 affections qu'on a ciblées. Les cas ne sont pas très nombreux quand même, mais il y en a. Même en petit nombre, les bilharzioses nécessitent une prise en charge pour éviter les complications. Cette campagne accorde une grande importance aux enfants en âge scolaire. Le secteur éducatif a noué un partenariat avec celui de la santé. Les maladies tropicales négligées nous ont donné cette opportunité. On planifie ensemble, on identifie les besoins, on réalise ensemble et on évalue ensemble. À Gossas, une caravane de sensibilisation a précédé le lancement de la campagne contre les MTN. Au niveau de tout le district, pendant 3 jours, pour sensibiliser les populations à propos de la distribution de masse de médicaments. Écoles et Dara reçoivent la visite des équipes de distribution des médicaments, sensibilisation et prise de doses. Les MTN sont tellement négligés que peu de gens savent vraiment qu'ils existent. Ça a été un peu difficile parce que c'est une maladie qui n'est pas connue par les élèves. Maintenant que je les connais, j'essaierai de sensibiliser mes amis, mes petites sœurs, oui. Je ne connaissais pas ce genre de maladie, mais maintenant, je peux dire que je suis assez sensibilisé. Cette campagne a permis d'aborder un tant soit peu la question des MTN en classe. Notre maître nous a appris ce que c'est que les maladies. À Fatick, autorités scolaires, communautaires et sanitaires ont joint leurs efforts pour réussir la campagne de lutte contre les MTN. C'est dire qu'elles n'ont pas été aussi négligées, au moins le temps de cette activité de masse. La région de Dakar a accueilli la 17e réunion de coordination du PNDL, Programme national de développement local élargi aux agences régionales de développement. D'importantes recommandations ont été formulées par les parties prenantes. Occasion saisie par le secrétaire exécutif du PNDL d'inviter les animateurs des agences régionales de développement à davantage travailler pour le rayonnement des collectivités locales. Hamidou Diop. Le PNDL a réuni l'ensemble des directeurs des agences régionales de développement pour faire le point de la mise en œuvre de ces différentes composantes opérationnelles au niveau des territoires. La région de Dakar, maître d'œuvre de cette activité, a saisi cette opportunité pour mettre en exergue ses principales réalisations avec des perspectives intéressantes. Nous avons commencé avec des conventions avec 12 collectivités locales. Aujourd'hui, nous sommes à 25 collectivités qui ont signé pour presque 80 conventions pour un montant de 2,3 milliards avec un taux d'exécution de plus de 85%. Aujourd'hui, les clôtures de ces conventions s'améliorent et nous sommes sûrs que plus nous avancerons dans l'année 2016, plus nous aurons de meilleurs résultats. Durant le trimestre, 61 microprojets ont été définitivement réceptionnés, 31 conventions ont été signées, 59% des 1345 conventions ont été clôturées. Toutefois, plusieurs conventions de financement sont en souffrance avec à la clé un retard dans la réalisation de 132 microprojets. La réunion de coordination a apporté des réponses concrètes. À l'issue de cette rencontre, nous avons parcouru d'abord les dernières recommandations qui ont été faites lors de la dernière réunion et nous avons remarqué qu'une bonne partie de ces recommandations ont été exécutées. Nous avons remarqué un bon taux d'exécution des micro-projets et des projets structurants. Dans les perspectives, nous allons mobiliser plus de 7 milliards cette année pour financer les micro-projets et les projets structurants. Au total, nous pouvons dire que le PNDL, avec les agences régionales de développement, qui sont les piliers du développement local, sont au service de l'État pour le rayonnement des collectivités locales. L'année 2016 va permettre au PNDL de relever le stock de microprojets réceptionnés qui sont déjà au nombre de 5344. Une des principales recommandations met l'accent sur l'avènement de projets structurants, transformationnels et innovateurs dans l'espace du développement territorial. Sur l'international, plus diluvienne dans la capitale kenyane, un immeuble de 6 étages s'est effondré. On déplore au moins 17 morts, le récit de Sidina Lunfal. Kenya, au moins 10 personnes ont péri dans l'effondrement d'un immeuble à Nairobi où des averses torrentielles les plus violentes depuis le début de la saison des pluies ont fait 17 victimes au total. Le président Uhuru Kenyatta a visité le site ce samedi matin pour encourager les équipes de secours, toujours à la recherche d'éventuels rescapés dans l'immeuble de 6 étages qui s'est affaissé sur lui-même.
Le bâtiment, livré il y a 2 ans, avait été frappé d'un arrêt interdisant son occupation, mais cette décision n'avait pas été respectée. Les pluies torrentielles ces dernières 24 heures ont provoqué des inondations dans de nombreux quartiers de la capitale et causé la mort de 7 autres personnes. Parallèlement à cet incident tragique, le président Kenya a procédé à la destruction de 105 tonnes d'ivoire dans le parc de Nairobi, la plus grande quantité d'ivoire jamais incinérée en une fois. Un geste symbolique fort pour lutter contre le braconnage des éléphants. Les autorités ont appelé à l'interdiction totale du commerce de l'ivoire afin d'empêcher l'extinction de cette espèce à l'état sauvage. Retour chez nous, rideau sur la 24e édition des Olympiades de mathématiques et c'est l'Afrique du Sud qui l'emporte. La Tunisie est deuxième et la Côte d'Ivoire complète le podium. Dans l'ensemble, les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant sur le niveau des compétiteurs. Compte rendu Oumar Baldé. Ceux qui ont emporté cette médaille d'or nous viennent du pays de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en mathématiques. Les jeunes Bafana ont presque tout raflé. 3 médailles de bronze, 3 en argent et 4 en or. Des champions satisfaits. I'm just feeling proud of South Africa and elle est fière de l'Afrique du Sud et elle est aussi fière de sa performance. Et elle est aussi fière de ses collègues. Les Tunisiens vice-champions d'Afrique ont obtenu une médaille de bronze, 3 médailles d'argent et 2 médailles d'or. Les Ivoiriens sont 3e avec 6 médailles de bronze et 3 d'argent, ce qui augure de lendemain meilleur. 3e, ce n'est pas être premier, mais quand même, nous disons merci. Merci beaucoup au comité d'organisation sénégalais qui nous ont bien reçus et qui nous ont permis d'être dans les conditions de pouvoir bien travailler. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir mériter cette place. Le Sénégal, pays hôte, s'en sort avec 2 médailles de bronze, une situation que les acteurs imputent au manque de moyens. Les résultats ne sont pas satisfaisants, mais peut-être on peut dire que c'est la préparation. On n'était pas dans d'excellentes conditions par rapport aux autres pays. Donc vraiment ce que nous demandons est que notre État nous soutienne. Et aussi comme pour l'organisation, vraiment nous avons eu beaucoup de sponsors qui nous ont soutenus. Donc vraiment qu'ils continuent vraiment de nous soutenir pour qu'on puisse vraiment avoir les meilleurs résultats. Les Olympiades panafricaines de mathématiques, un label pour l'émergence d'une nouvelle culture scientifique. Ces Olympiades doivent avoir un autre impact sur nos systèmes éducatifs. En effet, des activités extramuros doivent être initiées et soutenues pour s'ouvrir au public, ainsi ne plus réserver les mathématiques seulement à une élite. Il nous faut à tout prix apporter une réponse concrète et immédiate à la problématique de l'accessibilité des mathématiques. Pour clore, les différents participants goûtaient à la sauce d'Iela en compagnie du groupe Bidéo Boubès. La première édition de la randonnée pédestre de l'association des cadres de la Sénélec s'est tenue ce matin, placée sous le signe de la promotion de la prévention des risques d'accidents et de maladies au travail. La direction de la société compte renforcer la sécurité des travailleurs en prenant une série de mesures. Aminata Mbengfal était de la partie. Pour cette première édition de la randonnée pédestre de l'association des cadres de Sénélec, les travailleurs se sont fortement mobilisés. Sur une distance de 7 km, ils ont sillonné certaines artères de la capitale. L'objectif de cette activité sportive, c'était de viser l'amélioration du bien-être physique, du bien-être psychique, du bien-être psychologique, mais aussi du bien-être mental des travailleurs. Comme vous le savez, l'homme est un investissement que l'entreprise fait. Et si l'homme est en bonne santé, ça permet à la société de tirer le meilleur profit de cet agent. Et comme ce qui se fait dans notre pays et comme c'est recommandé par toutes les organisations de santé, Sénélec ne pouvait pas être en reste. Il fallait absolument que Sénélec rentre dans cette demande de randonnée. Placée sous le signe de la promotion de la prévention des risques santé et sécurité au travail, l'occasion a été saisie par la direction pour annoncer des mesures allant dans le sens du renforcement de la sécurité des travailleurs. La société ne peut pas fonctionner sans des règles dans la sécurité. Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer la formation, de renforcer les contrôles et surtout de renforcer les méthodes. Et on ne peut pas avoir une société qui investit dans les matériels et qui n'investit pas dans les hommes. Or, les hommes, c'est faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, mais qu'ils respectent les règles et procédures en vigueur. Donc nous appelons tous les travailleurs à faire la sécurité leur première préoccupation
de se mettre d'abord en sécurité avant de travailler. La préservation de la santé des agents par le biais du sport, un préalable à l'amélioration de la performance et de la productivité de l'entreprise. Ainsi, la CAS compte inscrire cette activité dans le calendrier de la Sénélec. Volleyball après le stage de niveau 2 organisé il y a quelques mois à Thiès. Un autre stage international mais de niveau 1 cette fois-ci démarre demain à Saint-Louis. Un programme réservé aux cadres de la discipline, nous dit Pape Madi Diop. Le volleyball sénégalais continue à gravir les échelons. Il prend de l'envol. Après le stage de niveau 2 à Thiès il y a quelques mois, c'est l'UGB de Saint-Louis qui abrite le niveau 1 cette semaine. Ce sera un stage qui va durer 6 jours avec un expert de la Fédération internationale de volleyball, M. Samedo, qui va diriger avec moi le stage au niveau de Saint-Louis. Ce stage revêt une importance capitale, j'allais même dire primordiale, dans le cadre de la formation des cadres du volleyball. Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de volley, de la Confédération africaine et de la Fédération sénégalaise, ce stage de formation porte la marque d'une nouvelle formule. Maintenant, les candidats reçoivent les cours par le mail pendant une semaine et ensuite on va les regrouper pendant 5 jours maintenant pour mettre l'accent sur la pratique au niveau du stage. Donc c'est le premier test qui est fait par la FIVB. Le volleyball sénégalais vise l'élite dans la pratique et dans l'administration de la discipline. L'ancien DTN et actuel directeur du centre de développement de volley à Dakar a intégré la commission technique de l'instance continentale. C'est de là-bas qui se décident toutes les organisations en forme de formation, en forme de compétition de la Confédération africaine de volleyball. Et je pense pouvoir être en mesure véritablement de leur donner tout ce que je pourrais. Dans sa marche de progression vers le sommet, un autre stage sur la passe est prévu le 24 mai prochain. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS 1. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence RAMP a tenu son assemblée générale constitutive. L'organisation œuvre pour le regroupement de l'ensemble des personnes et structures qui s'intéressent au développement socio-économique du Sénégal. Les dirigeants de la RAMP ont lancé un appel à l'endroit de tous les citoyens sénégalais à venir accompagner leur leader, le président Macky Sall, pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Les patriotes, hier organisés dans d'autres cadres politiques ou non, conscients et persuadés de l'engagement du président de la République pour le Sénégal, les actrices et acteurs de développement, satisfaits par le programme socio-économique formulé et déroulé dans le cadre du PSE, réaffirment ici et maintenant, Monsieur le ministre, leur ferme volonté et leur détermination à accompagner la réalisation des objectifs politiques, économiques et sociaux fixés par le président de la République, le président Macky Sall. Fort de cela, des femmes, des hommes, des acteurs politiques, des experts dans leurs domaines divers et des acteurs de développement ont décidé de formaliser la RAMP au travers de la présente Assemblée générale constitutive. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence travaille à imposer la vision du chef de l'État et à le soutenir dans ses actions. Elle compte descendre sur le terrain pour faire connaître aux citoyens sénégalais les réalisations du président de la République. Pour le président de la République, la RAMP n'est pas une structure supplémentaire, pour ne pas dire une structure encore de trop, aux côtés du président et de l'Alliance pour la République. Il considère par la démarche, par la conception, par l'élaboration, par l'intensité de la réflexion, par la conception de l'action politique du président de la République, la RAMP est un instrument pertinent, intelligent, qui vient en complément de mouvements politiques portés par l'Alliance pour la République. Nous estimons que la RAMP a sa place à côté du président de la République. Ce grand projet qui n'a qu'un et un seul objectif, accompagner le président de la République. Accompagner donc tous les acteurs, accompagner l'ensemble des mouvements pour qu'on puisse atteindre l'émergence. L'émergence donc qui part des individus, qui part des organisations, qui part de tout ce qui a été fait, mais c'est surtout du point de vue politique également que c'est un levier puissant sur lequel on peut appuyer pour vulgariser,
présenter, expliquer, expliciter l'ensemble des actions qui ont été donc menées depuis 2012 jusqu'à présent. La rampe est une organisation qui regroupe des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Elle compte mener une politique de développement et de sensibilisation partout dans le Sénégal pour traduire en actes la vision du président de la République. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.